Bienvenue dans le débat. Le cessez-le-feu de début avril entre l'Iran et les États-Unis tient-il toujours? Oui, a affirmé Pete Hegseth, le chef du Pentagone, lors d'une conférence de presse. Nous ne cherchons pas à nous battre, mais on ne peut pas non plus laisser l'Iran bloquer une voie de navigation internationale, a dit le ministre de la guerre américain lors d'une conférence de presse au Pentagone. Il a précisé que l'opération Project Freedom, censée permettre la reprise de la circulation dans le détroit d'Ormuz, était défensive et temporaire, mais dans ce détroit d'Ormuz, les tensions restent très fortes. Les États-Unis ont affirmé avoir détruit 6 navires militaires iraniens et tiré sur des missiles et drones utilisés par les Iraniens. Les Émirats arabes unis accusent l'Iran d'avoir provoqué un incendie dans le champ pétrolier de Fujairah, la plus importante réserve du pays. 2 personnes ont été blessées dans une attaque à Oman hier et un navire sud-coréen a été visé. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a prévenu que son pays n'avait même pas encore commencé son bras de fer avec les États-Unis. Les États-Unis qui demandent à la Chine maintenant de pousser l'Iran à rouvrir le détroit avant la rencontre prévue entre Trump et Xi Jinping mi-mai. Trump qui affirme que l'Iran veut un accord. Voilà ce qu'a dit le président américain il y a quelques instants. Les tensions ont fait grimper le prix du pétrole à jusqu'à $115 le baril aujourd'hui. Alors on va revenir sur ces tensions dans le détroit d'Ormuz. Quel impact est face au blocage? Quelles sont les voies alternatives pour le pétrole? Quel est le rôle de la Chine? Et quel est le risque d'un retour à un affrontement direct? On en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Francis Perrin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et chercheur associé au Policy Center for the New South. En face de vous, Jean-Paul Chagnolot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite, président d'honneur de l'Institut de recherche et études Méditerranée-Moyen-Orient et directeur également de la revue Confluence Méditerranée. Bienvenue à vous. Rina Bassiste, rédactrice pour Al Monitor, est avec nous ce soir. Bonsoir. Et Marc Julienne, directeur du Centre Asie de l'IFRI. Bonsoir et bienvenue. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose d'abord un point en images avec Dorothée Olyric. Ce sont les premières images de l'opération américaine Projet Liberté pour rétablir le trafic dans le détroit d'Ormuz. Décollage de plusieurs avions de chasse depuis le porte-avions américain Abraham Lincoln. Une surveillance aérienne rapprochée avec des avions de combat, mais aussi des hélicoptères pour escorter les navires. Comme celui-ci, l'Alliance Fairfax, un géant danois du transport de marchandises battant pavillon américain. Arrivé dans la zone le 28 février, jour du déclenchement de la guerre, il a ensuite coupé son transpondeur et aurait passé le détroit la nuit dernière grâce à l'appui américain. L'armateur s'est exprimé dans un communiqué. Le transit s'est déroulé sans incident et tous les membres d'équipage sont sains et saufs. Un autre navire sous pavillon américain aurait franchi le détroit, ce que dément l'Iran alors que 20 000 marins sont toujours immobilisés dans la zone. Regain de tension depuis hier avec Washington qui affirme avoir visé 6 embarcations iraniennes. Et Téhéran qui diffuse ces images de tirs de missiles. Ce sont les premières attaques depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le 8 avril dernier. Aux Émirats arabes unis, le site pétrolier de Fujairah a été touché par un drone et 4 missiles ont visé ce pays du Golfe qui dénonce une escalade dangereuse. L'Iran, par la voix des gardiens de la révolution, profère de nouvelles menaces. Tout navire qui veut passer le détroit doit le faire avec la permission des forces armées de la République islamique d'Iran pour sa sécurité. Ce matin, l'Iran affirme que son bras de fer avec les États-Unis n'a même pas encore commencé. Et on écoute tout de suite Donald Trump qui s'est exprimé il y a un petit instant. Ils jouent un jeu, mais laissez-moi vous dire, ils veulent passer un accord. Et qui ne voudrait pas quand votre armée est totalement détruite? Nous pouvons faire ce que nous voulons d'eux. Qui ne voudrait pas? Jean-Paul Chagnolot, on voit que Trump affirme que l'Iran veut un accord, que Hegseth affirme qu'on est toujours dans un cessez-le-feu. C'est le cas ou pas? Écoutez, sur le plan global, oui, c'est le cas.
Mais il est évident que là, il y a, comme vous le disiez, un regain de tension. J'ai l'impression que c'est sans doute lié à des discussions qui, malgré tout, doivent avoir lieu en ce moment via Islamabad. Les Pakistanais sont très actifs. Et puis j'ai le sentiment aussi que l'idée de reprendre des frappes aériennes, même pour les Américains, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On se retrouverait dans quelques temps avec, au fond, les mêmes paramètres. Donc j'ai le sentiment qu'on est là dans une espèce de bras de fer lié à une tension politique plus globale, mais qu'on n'ira pas plus loin. Bien entendu, je ne pronostique rien. Au Moyen-Orient, il ne faut jamais pronostiquer. Mais enfin, j'ai l'impression que c'est la situation classique au moment d'une pré-négociation, quoi. Mais et évidemment, on se retrouve encore dans cette situation où on parle uniquement d'Ormuz et qu'on ne dit rien sur le fond de l'affaire, sur les origines de tout ça. On oublie complètement que la question centrale, c'est la question du nucléaire. Et c'est ça qui est tout à fait important. Et pour les Iraniens, c'est une manière aussi, sans doute, de faire un peu oublier, en se focalisant sur le détroit. Je pense que c'est une tactique. La preuve que dans leur dernière proposition, ils avaient proposé qu'on règle ces questions d'abord et qu'ensuite, plus tard, on parle du nucléaire. Donc c'est ça qui est... Ce que les Américains ont refusé. Bien sûr, mais on voit bien la volonté iranienne de gagner du temps, car ils pensent... J'ai eu des contacts avec des Iraniens il n'y a pas longtemps, assez haut placés, et on a l'impression qu'ils sont installés dans le temps. Ils croient avoir le temps. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est leur posture aujourd'hui, quoi. Et ça se cristallise autour d'Ormuz, Francis Perrin. Est-ce que vous avez des informations? Alors, est-ce qu'il y a eu vraiment 2 navires battant un pavillon américain qui ont pu passer? Oui, cela semble tout à fait C'est-à-dire, c'est peu. probable. C'est très peu. Hein. Rappelons qu'avant le début de ce conflit, enfin même s'il y a un cessez-le-feu, mais avant le 28 février, par Ormuz passaient chaque jour de l'ordre de 130 navires. Pas seulement des navires pétroliers et tankers, mais... Donc là, on est évidemment à quelque chose au compte-gouttes. Il y en a une dizaine qui ont pu franchir ce détroit. Effectivement, c'est très peu. On ne revient pas au statu quo avant, clairement, et on n'est pas prêt d'y revenir. Mais c'est une façon pour les Américains d'essayer de débloquer un tout petit peu ce détroit, de mettre encore davantage la pression sur l'Iran, parce que pendant ce temps, ils continuent à bloquer les ports iraniens. Entre le début de la guerre et le 13 avril, l'Iran bloquait tout le monde, c'est-à-dire les pays arabes du Golfe, et son pétrole passait tranquillement. Et même les Américains le laissaient passer. C'est ça l'un des paradoxes. À partir de ce blocus, entre guillemets, 13 avril des ports iraniens, là, les Iraniens, les dirigeants iraniens, bien sûr, quand je dis iraniens, c'est moins amusant parce que leur pétrole ne passe plus. Et c'est évidemment la ressource essentielle pour l'économie iranienne. Donc nous parlions du temps tout à l'heure. Les dirigeants iraniens vont évidemment donner l'impression, c'est normal, qu'ils ont le temps. Avec un blocus affectant leurs exportations de pétrole, le temps dont ils disposent n'est pas si long que cela. C'est-à-dire, il faudrait quoi? Combien de semaines pour qu'ils ne puissent plus produire? On me disait 2 mois sur ce plateau il y a une semaine. Vous avez différentes choses. Déjà, il y a l'exportation. Ils peuvent très difficilement exporter leur pétrole, même s'ils continuent à le produire. Mais pour eux, le problème n'est pas de produire du pétrole pour le plaisir d'en produire, c'est pour le vendre. Alors, pour le vendre, marché national, pas de problème. Mais ils le stockent. Mais l'exportation. Alors, ils le stockent, mais très vite. On est sur des volumes tellement importants que très rapidement, vos installations de stockage, elles sont saturées. Ça ne dure pas très longtemps. Alors, est-ce que ça durera 2 semaines? Mais la question, c'est déjà, ils ne peuvent plus exporter. C'est leur principale recette d'exportation. Et ensuite, dans pas très longtemps, ils devront réduire la production au niveau de leurs champs. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs aux pays arabes du Golfe, qui ont commencé par stocker après le 28 février. Très vite, ça a été rempli, 15 jours en gros, et après, il a fallu réduire la production sur les champs de au moins 10 millions de barils par jour pour les pays arabes du Golfe. Donc le temps leur est compté aussi. Le temps leur est compté. Aux Iraniens. Marc Julian, puisque vous êtes spécialiste de l'Asie, ce navire sud-coréen qui manifestement est parti en feu, est-ce que c'est les déclarations ensuite des Américains à l'égard de la Corée du Sud? On avait l'impression qu'ils faisaient un peu pression sur la Corée du Sud pour qu'elle rejoigne les États-Unis dans ce combat contre l'Iran. C'est le cas? Oui, ça fait de nombreuses semaines que Donald Trump met la pression sur les Coréens, sur les Japonais, sur les Européens aussi d'ailleurs, pour contribuer à la sécurisation du détroit, ce que ces pays-là rechignent à faire absolument, et essayent de négocier et de louvoyer pour éviter d'être impliqués dans ce conflit dont ils ne sont pas responsables, dont ils n'ont pas été consultés. Pourquoi est-ce que la Corée du Nord finalement ne dirait pas, voilà, on est les alliés des États-Unis, on y va? La Corée du Sud, pardon, ils ont des bases américaines dans le pays. Donc ils craignent les représailles, c'est ça? Les représailles, bien évidemment, c'est que les garanties de sécurité pour le Japon, pour la Corée, ce sont les États-Unis. Et donc c'est là où ils sont dans une situation extrêmement inconfortable, c'est qu'il ne faut pas vexer l'allié américain. Donc il faut essayer de lui lâcher du lest, lui donner ce qui
autant possible ce qu'ils souhaitent, mais sans s'engager dans une région qui est très très loin de chez eux, avec une capacité de projection qui est très compliquée pour ces pays-là, et aussi ne pas vouloir en fait mettre le doigt dans un engrenage, encore une fois, qui ne les concerne pas du tout. On va écouter Pete Hegseth, qui a donné une conférence de presse, et puis également le chef d'état-major des armées, Dan Kane. Ils étaient ensemble cet après-midi. Le CENTCOM et le reste de la force interarmée demeurent prêts à reprendre des opérations de combat majeures contre l'Iran si l'ordre leur en est donné. Aucun adversaire ne doit confondre notre retenue actuelle avec un manque de détermination. Les forces américaines n'auront pas besoin de pénétrer dans les eaux territoriales ou l'espace aérien iranien. Ce n'est pas nécessaire. Nous ne cherchons pas à nous battre, mais on ne peut pas non plus laisser l'Iran empêcher des pays innocents et leurs marchandises d'emprunter une voie de navigation internationale. Rina Bassis, est-ce que finalement ils minimisent un peu les accrochages, les turbulences en ce moment du détroit d'Ormuz, les Américains? On a un peu l'impression, lorsqu'on écoute Pete Hegseth. Bon, bien sûr, l'administration a un peu aussi cette motivation de dire qu'on est dans une période de cessez-le-feu, que le cessez-le-feu n'est pas brisé. Le président américain a utilisé même hier ce terme de mini-war, d'une petite guerre. Pas de la grande guerre, justement, parce que quel est l'argument de l'administration Trump? L'argument vis-à-vis du Congrès est que, regardez, on a arrêté les hostilités. Pour l'instant, on est dans une période de cessez-le-feu. Il faut arrêter la montre. Donc, pour l'instant, on minimise un petit peu, mais certes, ils ont raison quand ils disent que cette opération, c'est une opération qui, à la base, est une opération défensive. Ce n'est pas une opération qui est offensive. Et là, un petit peu, il y a cette tentative peut-être américaine de justement balancer la balle vers les camps iraniens. Si les Iraniens ripostent, les Iraniens sont l'agresseur, pas les Américains. Et on voit en même temps qu'il y a eu des heurts des deux côtés. Donc c'est compliqué, cette histoire de mettre la balle dans le camp de l'adversaire, Jean-Paul Chagnolot. Avec ce président du Parlement iranien, Khalibaf, qui lui a prévenu que son pays n'avait même pas encore commencé son bras de fer avec les États-Unis, donc assez offensif, l'Iran qui affirme toujours gérer le détroit. Donc c'est vrai, est-ce que là, le temps dont vous parliez, est-ce que c'est une problématique de pétrole? Est-ce qu'ils vont devoir, à un moment donné, au bout de quelques semaines, ne plus pouvoir produire? Donc là, ça va être très tendu. Ou est-ce que quand on est dans une logique de survie pour les Iraniens, finalement, ça va être beaucoup plus long, ce temps dont ils disposent? D'abord, si on prend un peu de distance, moi j'ai le sentiment qu'on est un peu en absurdie, quoi. Parce que tout ça, c'est des jeux de pouvoir, de rapports de force. Chacun sait bien qu'à un moment donné, à moins que ce soit la catastrophe annoncée d'une nouvelle guerre, écraser l'Iran, comme dirait Trump. Mais sinon, je crois qu'il faut revenir à un compromis. Donc ils ont cette idée-là, les uns et les autres, quelque part. Quant au temps, c'est très compliqué. Il y a une rationalité du temps qui est la nôtre et qui compte par rapport à des éléments extrêmement objectifs. Par exemple, le fait qu'on n'ait plus les moyens d'exporter, que les ressources s'effondrent. Et puis, il y a un autre rapport au temps qui est celui de la résilience. La résilience par rapport à d'autres objectifs, qu'importe si on n'a plus de ressources, quoi. Il ne faut pas oublier que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, plus que jamais en Iran, c'est des gens qui ont connu d'autres guerres, et en particulier la guerre Irak-Iran. Donc, ils ont un rapport à la guerre et au temps qu'il faut essayer d'appréhender. Je ne prétends pas savoir le faire, mais je pose simplement la question. Essayons de nous mettre un peu dans leur mentalité. C'est une logique de survie du régime? De survie ou simplement de résistance et de volonté de tenir quoi qu'il advienne, et qu'un effondrement des ressources, c'est une chose, mais ça affectera la population, ça c'est clair, et c'est déjà le cas, qui est dans une situation catastrophique, l'économie est dans une situation extrêmement difficile, mais le régime, tel qu'on le voit fonctionner, je pense qu'il peut tenir. Donc le rapport au temps, c'est quelque chose de très difficile à appréhender. Je ne tirerai aucune conclusion, je dis simplement qu'il faut penser que le rapport au temps n'est pas forcément celui auquel on pense, qui serait dans un strict rapport de rationalité. Dès qu'on n'a plus de ressources, on s'arrête. Je crois que c'est plus compliqué que ça, sans doute. Francis Perrin, intéressant aussi de voir un peu d'abord comment les navires eux-mêmes, comment les armateurs s'adaptent à cette situation. Et puis ces nouvelles routes, des routes qui existaient déjà, mais qui en fait prennent plus de place aujourd'hui pour le pétrole. On va voir cette carte. Il y a notamment 2 oléoducs. Un est-ouest qui traverse donc l'Arabie Saoudite et qui relie Abqaiq à Yanbu. Ça, on va le voir maintenant.
important. Et puis il y a aussi l'oléoduc d'Abu Dhabi qui relie les Émirats et ses installations pétrolières de Habshan au port de Fujairah, qui a d'ailleurs été frappé, me semble-t-il. Et c'est pas la première fois. Et c'est pas la première fois. Et puis il y a l'Irak qui reste aussi, fait partie de ces nouvelles routes. On voit, il y a un oléoduc du Kurdistan de Kirkouk jusqu'au port turc de Seyhan. Là, ça va jusqu'à la mer Méditerranée. Donc finalement, est-ce que ça peut compenser pendant un temps, ces nouvelles routes, ce qui se passe ? Alors, vous l'avez dit il y a une minute, ces nouvelles routes ne sont pas vraiment nouvelles. Elles ne sont pas nouvelles, mais elles sont plus exploitées. Elles existent, c'est important. Ça montre quand même que lorsqu'Ormuz est bloqué, ce qui est le cas depuis 2 mois, un petit peu plus, tout n'est pas complètement bloqué. Le problème, c'est quand vous additionnez cette route saoudienne, cette route à travers les Émirats et l'oléoduc irako-turc, vous êtes très en dessous de la capacité d'Ormuz. Rappelons des chiffres clés. Par Ormuz passent normalement chaque jour des tankers transportant environ 20 millions de barils par jour de pétrole brut et de produits raffinés. L'oléoduc Est-Ouest Arabie Saoudite, c'est 7 millions de barils par jour. Là-dessus, ils peuvent exporter 5, parce qu'ils en ont besoin de 2 millions pour leur province occidentale. Donc 5 millions. L'oléoduc à travers les Émirats jusqu'à Fujairah, on a vu la carte tout à l'heure, 1,5 à 1,8 millions de barils par jour. L'oléoduc irako-turc, seulement 250 000 barils par jour. Vous additionnez tout ça, vous arrivez à 7 millions. Mais avec Ormuz, c'était 20. Oui. Vous avez un manque de 13 millions de barils par jour. Et ça, vous n'avez pas de solution. Du point de vue du système pétrolier mondial. Personne ne peut complètement compenser de loin un blocage d'Ormuz, même s'il y a des solutions de contournement, les 3 dont nous venons de parler, mais les 3 additionnés, on est bien en dessous de ce qui passe normalement par Ormuz. Donc quoi qu'il arrive, ce détroit, à un moment donné, doit être débloqué. On ne peut pas se passer de cette, c'est clair. De cette route de navigation. L'économie mondiale ne peut pas se passer d'Ormuz dans le monde dans lequel nous sommes, avec le pétrole qui est l'énergie numéro 1, et un monde qui consomme plus de 100 millions de barils de pétrole par jour, soit 5 milliards de tonnes par an, ce qui fait tourner l'économie mondiale. Oui, c'est plus compliqué que ça, parce que ces 2 routes que vous montrez sur la carte, c'est pas comme si on ne l'utilise pas, comme si elles sont vides et maintenant on va remplir avec tout ce qui aurait dû se passer par le détroit d'Ormuz. Elles sont utilisables. Et donc on peut augmenter un petit peu, mais on n'arrive même pas en fait à remplacer 7 millions parmi les 20 qui étaient, parce que de toute façon, il y avait une partie qui passait déjà, qui était utilisée. Donc la question est même plus pertinente que ça. Ce qui explique aussi le fait, mais ça c'est des solutions à long terme, d'essayer de trouver d'autres solutions. D'abord, peut-être multiplier la capacité de ces pipelines, ça veut dire qu'il faut construire plus de pipelines et après trouver aussi plus de voies terrestres pour ne même pas acheminer par la mer Rouge, mais arriver, ça c'est ces grands projets de IMAC qui voient justement avec les accords d'Abraham, qui voient peut-être un grand projet où ça va passer par l'Arabie Saoudite à travers la Jordanie par exemple, et Israël, et la mer Méditerranée vers l'Europe. Sur ce point, juste pour préciser ce que vous venez de dire, qui est tout à fait exact, il y a 3 options. Premièrement, on développe la capacité d'oléoduc existant. Oui. Deuxièmement, on construit parallèlement un autre oléoduc. Par exemple, l'Arabie Saoudite, il y en a un, on peut en faire 2. Voilà. Troisièmement, on crée de nouvelles voies, ce que vous venez d'évoquer, qui pourraient passer par la Syrie, par exemple, par le Liban. Bon. Et en fait, on aura besoin, mais ça c'est le long terme, moyen terme, long terme, sans doute des 3 options à la fois, sauf que là, nous sommes dans une crise pétrolière énergétique majeure, nous sommes pris à la gorge, l'économie mondiale à court terme, et on ne peut pas, en 2 mois, construire un nouvel oléoduc. Mais ces pays vont tirer les leçons probablement de ce blocage et construire effectivement ces différents oléoducs. Et alors, et la Chine, première cliente a priori en pétrole, c'était le premier pays par lequel les bateaux passaient par le détroit d'Ormuz. Marc Julienne, d'abord, il y a le chef de la diplomatie iranienne aujourd'hui, Arakchi, qui s'est déplacé en Chine pour des discussions. Alors on n'a pas d'image, mais on devra en avoir un peu plus tard, ce qui prouve bien que la Chine commence à être impliquée diplomatiquement. Et puis, il y a aussi ces déclarations du secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, qui tente de faire pression manifestement sur Pékin. On va l'écouter. Eh bien, voyons-les faire preuve de diplomatie et amener les Iraniens à ouvrir le détroit.
Ils essaient de couper la liberté de navigation internationale à travers le détroit d'Ormuz et les États-Unis sont en train de l'ouvrir. Vous sentez une pression là de la part des Américains sur la Chine, Marc Julienne ? Non, pas particulièrement. Je pense que c'est plutôt la Chine qui cherche à faire pression sur les États-Unis. Vous l'avez rappelé, la Chine était le principal client du pétrole iranien. 80% du pétrole iranien allait vers la Chine. Mais la Chine est aussi cliente de l'ensemble des pays de la région, Irak, Koweït, Qatar, etc. Et donc, c'est une pression aujourd'hui sur l'économie chinoise qui commence à se faire ressentir. Les autorités chinoises ont célébré 5% de croissance au premier trimestre 2026, qui, je pense, à mon avis, est un miroir déformant, parce qu'en réalité, l'inflation revient, il y a des grandes difficultés sur la consommation et donc à plus long terme, à moyen terme, c'est un enjeu vraiment extrêmement sérieux pour la stabilité de l'économie chinoise. Et donc la semaine prochaine aura lieu normalement, si tout se passe bien, la visite de Donald Trump en Chine. Est-ce qu'on a une date précise qu'on dit mi-mai C'est le 14-15 mai, mais tant que Donald Trump n'aura pas le pied sur le sol chinois, je resterai prudent. Et pourquoi ? Parce que vous pensez qu'elle pourrait être annulée avec ce qui se passe ? Alors, elle a déjà été annulée, elle aurait dû avoir lieu en avril, et puis finalement, elle a été reportée. Voilà. Et puis, les Chinois n'ont pas du tout commenté, n'ont pas du tout annoncé que cette visite aurait lieu, c'est que ce sont seulement les Américains qui le disent. Et puis, est-ce que Donald Trump, qui a dit d'ailleurs très récemment que Xi Jinping serait tellement content et lui ferait un grand câlin quand il aura mis fin, quand il aura réouvert le détroit d'Ormuz. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On n'a pas l'air d'être très, très, très proche d'une résolution. Est-ce que Donald Trump prendrait le risque de quitter le territoire américain en pleine crise, en pleine négociation avec l'Iran, pour aller en Chine, où il serait d'une certaine manière un petit peu vulnérable, un peu affaibli, ou voire embarrassé d'avoir créer cette situation et de recevoir justement une pression chinoise sur l'immobilisation du commerce mondial et du pétrole. Donc c'est tangent. Jean-Paul Chagnolot, vous êtes d'accord ? Alors il y a tout de même ces sanctions à l'égard de Téhéran. Le Trésor américain qui a sanctionné par exemple la raffinerie chinoise Engli Petrochemical Refinery, qui est l'un des clients les plus importants de l'Iran. Donc il se passe quand même des choses du côté américain. Est-ce que ce rendez-vous entre Trump et Xi Jinping aura lieu d'après vous ? Et en quoi la Chine est un des acteurs importants finalement qu'on entend peu, mais qui est important. Je vais passer un coup de téléphone à Trump et je vous donne la réponse. Je dis que personne ne peut sérieusement répondre à cette question. Mais tout ce que nous évoquons ici, c'est quand même intéressant parce que c'est déjà les indices extrêmement forts de bouleversement. Après cette guerre, elle va finir par s'arrêter à un moment ou à un autre. Et on est vraiment dans des restructurations multiples, quoi. Le rôle de la Chine sera sans doute très différent, pas seulement par rapport au Golfe, mais je pense qu'en Chine, on doit beaucoup penser à Taïwan. Et ce qui vient de se passer doit sans doute faire beaucoup réfléchir les dirigeants chinois. Et nous sommes je pense que ce qui se fait en ce moment et qu'on essaie de voir au quotidien, en suivant l'actualité, je pense que ça va avoir des implications majeures et très structurelles, quoi. On parlait du pétrole, mais c'est vrai aussi, par exemple, aussi du nucléaire, puisqu'on ne parle pas de nucléaire, mais imaginez un peu la situation du traité de non-prolifération après ces événements. Donc on est là dans un début de restructuration dont on perçoit quelques indices. L'impact sera un impact de long terme. L'impact sera très considérable, évidemment, à tous égards. Dans les relations aussi des pays du Golfe avec les États-Unis, évidemment, ils vont se poser beaucoup de questions parce qu'ils n'ont pas été assez protégés, etc. Donc on voit bien que plein de choses seront remises en question. Et déjà, on y pense dans beaucoup d'endroits. Et puis, le paradoxe de cette affaire, par rapport à tout ça, la question, je le répète, de la négociation sur le nucléaire iranien est comme quelque part oubliée, marginalisée, alors qu'elle est centrale. Alors qu'elle est centrale, en l'occurrence pour les États-Unis. Pour les États-Unis, pas forcément. Enfin, dans sa négociation, oui. Bien sûr. Mais là, il est dans une forme d'impuissance, finalement. Francis Perrin-sur justement cette Chine cliente, première cliente justement de ces pays du Golfe. D'abord, est-ce que les bateaux chinois, parce qu'avant ce contre-blocus américain, ils passaient. Aujourd'hui, ils ne passent plus. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, la Chine, avant ce qui vient de se passer, même importait à peu près 80-90% du pétrole exporté par l'Iran, donc la quasi-totalité. Et pendant le début de la guerre, il n'y avait plus ou quasiment plus du pétrole venant des pays arabes du Golfe vers la Chine, mais il y avait le pétrole iranien qui allait vers la Chine. En imposant à partir du 13 avril un blocus des ports iraniens, les Américains mettent la pression sur Pékin
Si vous voulez retrouver un approvisionnement, sinon normal, du moins un petit peu meilleur, vous savez ce qu'il vous reste, décrochez votre téléphone et appelez je ne sais pas qui à Téhéran. Plus le renforcement des sanctions que vous avez évoquées contre l'Iran, sanctions pétrolières, et contre la Chine, importateur chinois, vous avez cité le nom de cet importateur chinois important, intermédiaire chinois, etc. Donc là, il y a bien des sanctions contre cet intermédiaire. Ah, tout à fait, absolument. Cet intermédiaire chinois. Ces sanctions ont été renforcées ces dernières semaines. Il y en avait déjà avant, il y en a maintenant des supplémentaires. Donc clairement, le message implicite ou explicite de Washington à Pékin, c'est prenez un petit peu l'affaire en main, secouez-vous. Vous avez une capacité d'influence sur Téhéran en tant que premier importateur de pétrole, la principale ressource de l'économie iranienne. Donc faites ce qu'il faut pour qu'il se calme à Téhéran et que les choses redeviennent, sinon normales, disons un petit peu moins difficiles qu'actuellement. Elle pourrait jouer un rôle de médiateur, la Chine. Je ne crois pas, et ça me semble très illusoire. Enfin, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais que les Américains aient cette stratégie-là, ça me semble complètement illusoire. Déjà parce que d'expérience, la Chine ne s'implique pas dans ces crises internationales. Mais est-ce qu'elle n'est pas derrière les négociations au Pakistan, je pense pas, par exemple? Moi, c'est pas mon point de vue. Je sais que c'est un point de vue qui est partagé, mais non, je pense que le Pakistan est en lead sur ces négociations, que le Pakistan a besoin d'avoir la Chine autour de la table, ou en tout cas le soutien tacite de la Chine dans ces négociations, puisque ça permet de rééquilibrer la balance avec d'un côté les États-Unis, de l'autre l'Iran, et avec le soutien de la Chine. Je pense que c'est important, mais je ne crois pas que la Chine soit leader, moteur dans ces négociations. Vous avez rappelé, dans quelques heures, le ministre des Affaires étrangères iranien arrivera à Pékin pour avoir des discussions, les premières en face à face avec son homologue chinois. Avant d'arriver à Pékin, il est quand même allé au Pakistan, à Oman, en Russie et maintenant en Chine. Donc je ne pense pas que la Chine soit un acteur déterminant dans ces négociations. Que les Américains le pensent peut-être, c'est une chose, mais ça me semble complètement illusoire. Ça montre aussi sans doute une certaine fébrilité ou une impuissance des Américains qui ne savent pas vraiment comment résoudre ce problème et qui vont aller chercher des responsables ou des potentiels médiateurs dans cette crise, et je ne pense pas que la Chine le fera. En mettant la pression, enfin dans le discours, en tout cas, c'est un discours plutôt assez dur des Américains à l'égard des Chinois. Jean-Paul Chagnolot. J'allais reprendre ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est bien la preuve que Donald Trump est dans une situation difficile, et qu'il ne sait pas quoi faire. Parce qu'il a fait pression sur les Européens, il a fait pression sur les Chinois, il fait pression, il va créer à chaque fois des contentieux avec tel ou tel pour dire pourquoi vous ne nous soutenez pas. L'OTAN est aussi attaquée, enfin bref. Et tout ça, c'est une espèce de gesticulation d'un personnage qui est quand même à court de moyens, à court de stratégie. C'est quand même, à mon avis, un signe de faiblesse, avec en plus l'illusion que tel ou tel, comme vous le disiez, que la Chine va intervenir ou va pouvoir faire pression, ce qui n'est pas vrai. Donc on est vraiment dans cette situation-là, et donc une situation de relative faiblesse. Des États-Unis. Oui, bien sûr. Et le Pakistan, qui en revanche joue toujours ce rôle, Rina Bassiste, de médiateur, qui a aidé à transférer vers l'Iran 22 membres d'équipage d'un navire, le navire MV Tuska, après que les Américains avaient stoppé ce navire. Et finalement, les membres d'équipage ont été envoyés vers le Pakistan, puis renvoyés vers l'Iran. Donc ça renforce l'idée que le Pakistan est vraiment le médiateur dans toutes ces négociations. Bon, c'est un médiateur avec son propre agenda, ce n'est pas un honest broker, comme on dit en anglais quand même. D'abord, cette posture internationale, soudainement, Pakistan est sur le devant de la scène. Ça, pour eux, c'est quelque chose d'absolument énorme qu'ils veulent garder. Ils veulent cultiver ça. Un pays qui était vraiment pas lié au début à ces conflits, qui n'était pas visé, bien sûr, par l'Iran. Et soudainement, on la retrouve comme les grands médiateurs, un petit peu comme Qatar, avec la médiation entre Israël et Hamas, d'une certaine façon. Après, pourquoi je dis que ce n'est pas un honest broker? Parce que, bien sûr, ils ont des relations avec l'Iran, et on a bien vu ça avec ces manœuvres aussi. Ils ont leur propre agenda. On sait que pour l'Iran, c'est un endroit qui est assez facile, parce que c'est un pays extrêmement hostile à Israël, donc on ne peut pas soupçonner ces médiateurs d'épouser justement les intérêts israéliens. Le président américain accepte les Pakistanais, il a même peut-être
certaines sympathies, disons, au chef d'état-major et au leadership pakistanais. Ça arrange tout le monde, mais ça arrange d'abord les Pakistanais. Alors, il y a quand même une relation de très très grande proximité désormais depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump et le Pakistan. Et là, je trouve que... Avec le chef d'état-major des armées alors, ou en particulier, avec... qui est de facto le dirigeant, le général Mounir, qui est de facto le dirigeant, quand même l'homme le plus puissant au Pakistan. Et en fait, il y a eu un rapprochement assez spectaculaire entre le Pakistan et, j'allais même pas dire les États-Unis, mais Donald Trump, voire la famille de Donald Trump, qui a beaucoup investi dans les crypto-monnaies au Pakistan, par exemple. Donc là, il y a des liens économiques, là, des intérêts économiques. Et interpersonnels même. Et le Pakistan, depuis un an, a pris une position extrêmement déterminante sur la scène régionale et internationale. Je rappelle qu'il y a un an, il y a quand même eu un conflit aérien avec l'Inde c'est difficile de dire qui a gagné et qui a perdu, mais en tout cas sur la communication, le Pakistan a remporté la bataille. Ce rapprochement, quelques semaines après, le général Mounir était reçu à la Maison-Blanche, ce qui a rendu fou furieux les Indiens. Et aujourd'hui, le Pakistan, alors qu'il est engagé dans une guerre contre l'Afghanistan actuellement, au moment où on se parle, est le médiateur entre les États-Unis, la Chine et avec toujours l'Inde sur le fond, quoi. Et les Européens, Emmanuel Macron, qui va parler, a-t-il dit aujourd'hui, alors qu'il est à Yerevan, en Arménie, au président, il va parler avec le président iranien Massoud Pezeshkian. On écoute Emmanuel Macron. Il se trouve que je parlerai tout à l'heure au président iranien, à sa demande, donc je ne vais pas vous dire ce que je vais lui dire, parce que je vais réserver cet échange. Mais la France a une position constante depuis le début. Nous appelons à la cessation de toute hostilité, au retour des négociations diplomatiques et au respect de tous les pays de la région. Francis Perrin, vous croyez, vous, à cette coalition avec la France, le Royaume-Uni et d'autres pays pour justement permettre une navigation, un principe de liberté des mers dans le détroit d'Ormuz après le conflit ? Ces pays, dont la France, ont dit à plusieurs reprises qu'ils n'interviendraient pas dans les circonstances actuelles de conflit, qu'ils voulaient un accord politique américano-iranien pour ensuite intervenir. Ce qui a fait que Donald Trump s'est beaucoup moqué d'eux en disant finalement vous interviendrez quand il n'y aura plus rien à faire, quand il y aura la paix, et que tout sera rétabli. Il faudrait justement qu'il y ait des forces des pays présents pour garantir ce principe de liberté des mers qui manifestement aujourd'hui n'est plus aussi évident qu'il a pu... Ce serait souhaitable, c'est quand même l'une des bases du droit international, clairement, par rapport à un détroit tel qu'Ormuz. C'est un enjeu majeur pour le monde, pour l'économie mondiale, y compris pour les Européens, pour les Asiatiques, etc. Et on craint évidemment un effet de contagion. Est-ce que dans d'autres endroits du monde, certains pays vont se dire « Tiens, j'ai un détroit stratégique pas loin de mes côtes, est-ce que moi aussi j'ai envie d'installer, entre guillemets, un péage ou autre chose ?» On a vu quelques velléités en Asie qui ont très vite revenu en arrière, mais quelques déclarations un peu hâtives. Mais enfin, c'est un très mauvais exemple. Donc, nous disons souvent en Europe, et c'est vrai, ce n'est pas notre guerre, c'est parfaitement juste, mais le pétrole, le gaz, les engrais, l'hélium, le soufre, tout ce qui est important qui passe par Ormuz, ça ne concerne pas seulement Téhéran et Washington et Israël, ça concerne l'économie mondiale. Donc ce n'est pas une si mauvaise idée, à condition de la mettre en application. Rina Bassiste ? Oui, moi je suis un peu dubitative pour plusieurs raisons. D'abord, il faudra que ça soit dans un cadre justement d'un accord entre les États-Unis et l'Iran. Les Européens ne peuvent pas s'imaginer que, voilà, il y aura les Américains et les Iraniens qui vont négocier de leur côté, et après, ils vont finir et les Européens vont décider comment ça va se passer après. Ça, c'est irréaliste, tout simplement. Ça, c'est une chose. Donc, d'abord, il faudra que les Européens et les Américains parlent, qu'ils se mettent d'accord. S'ils ne se mettent pas d'accord, ça ne va pas marcher. Deuxièmement, moi, je ne vois pas ça comme une solution à long terme. Je veux dire, pour combien d'années les Européens ils vont mettre de l'argent pour accompagner vraiment ces 120 ou 130 bateaux par jour? C'est quelque chose qui peut peut-être durer quelques semaines, peut-être quelques mois, mais ce n'est pas une solution à long terme. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que tous les partis qui sont concernés, si c'est les Américains, les Européens ou les autres en Asie, personne ne fait confiance à l'Iran. Parce que si on faisait confiance que l'Iran peut respecter un accord, on sait que justement, on n'a pas besoin de cet accompagnement.
Qu'en pensez-vous, Jean-Paul Chagnol? Alors Emmanuel Macron qui pourrait Moi, en tout cas agir, appeler le président iranien. font partie du principe que c'est pas, et ils ont raison, c'est pas notre guerre en aucune manière. Et en même temps, il fallait bien faire quelque chose, surtout sur un sujet aussi crucial que la liberté de navigation dans les détroits. Donc il y a cette proposition, mais à mon avis, elle n'ira pas très loin, parce que le seul moyen de sortir de là, c'est un accord global. Il faut un accord d'architecture régionale de sécurité. À ce moment-là, on n'aura pas besoin de mettre des bateaux. Il faut qu'il y ait un vrai accord. Quant à la question de la signature de l'Iran, je voudrais quand même rappeler un petit détail qui est quand même assez lourd, c'est que ceux qui ont oublié leur signature, qui ont déchiré l'accord de 2015, sont les États-Unis. Donc la question nucléaire, là. Bien sûr. Non, mais je veux dire, la question de la confiance aujourd'hui est au cœur de tout ça. Oui. Les Iraniens n'ont aucune confiance aux Américains. Ils ont des raisons pour le faire et inversement. Donc c'est une vraie question. Alors si on n'arrive pas à stabiliser ça d'un point de vue juridique, tous les bateaux qu'on pourra envoyer n'auront aucun sens. La vérité, c'est qu'il faudra un accord. Ensuite, on peut imaginer des garanties, toute une série de données qui peuvent induire une force en appui. Mais fondamentalement, ce ne sont pas des bateaux de guerre qui vont pouvoir régler une question comme ça, même si en plus, les bateaux sont bien là uniquement pour accompagner et pas pour faire la guerre. Donc, je ne crois pas à cette idée des Européens, si elle n'est pas accompagnée d'une véritable structure juridique qui conduise à un accord global sur le détroit et plus globalement encore. C'est ça l'objectif. Sinon, à mon avis, on va tourner en rond, étant entendu que les Iraniens sont sur une posture aujourd'hui très déterminée. Ils veulent garder le contrôle de Hormuz. Ils ont dit qu'ils voulaient y mettre un péage. C'est ça leur idée. Et quand on discute avec eux, ils sont vraiment là-dessus, ils semblent vraiment très, très déterminés. Mais bon, c'est peut-être une posture pendant cette séquence, je ne sais pas. Marc-Julienne. Oui, j'y vois quelques points positifs quand même. Alors vous l'avez rappelé déjà, c'était une coalition après qu'il y ait eu un cessez-le-feu, un accord de paix, alors qui ne sera peut-être pas du niveau juridique et d'un traité de paix qu'on pourrait espérer. Mais en tout cas, dans cette coalition des indépendants dont le président Macron a déjà parlé à de nombreuses reprises, qui est d'ailleurs qui s'inscrit aussi dans ce que proposait le Premier ministre canadien au sommet de Davos. Enfin bref, dans cette coalition des puissances moyennes, des puissances affinitaires en fait, pour recréer un système international fondé sur des règles et assurer la sécurité internationale, ça me semble être quelque chose qui aille dans le bon sens, qui puisse permettre finalement, dans cette situation de crise, de créer davantage de synergie, de coopération entre d'autres puissances qui, là, pour le moment, sont marginalisées, mais qui pourraient revenir au centre du jeu. Et donc, oui, je pense que c'est quand même quelque chose, une idée qui s'étudie. Et je rappelle aussi qu'un certain nombre de puissances, notamment européennes, connaissent très très bien la région. Ils patrouillent tous les jours. On a patrouillé pendant des mois dans la mer Rouge pour justement faire face aux attaques des Houthis. En 2008, l'Union européenne avait lancé la mission Atalante, qui est une des seules missions militaires de l'Union européenne pour protéger les voies de communication maritime, qui est encore actuelle aujourd'hui, il me semble. Donc finalement, la coopération maritime de protection des voies de sécurité maritime est quelque chose qui fonctionne et qui permet Oui, à condition de pouvoir l'imposer. Alors on apprend à l'instant que l'Iran est en train de mettre en place un nouveau mécanisme pour justement gérer le passage des navires à travers Hormuz. Donc là, le risque, c'est vraiment tout de même ce péage. Francis Perrin, là, on n'est pas du tout dans une approche multilatérale. Là. Ils veulent mettre en place un nouveau mécanisme, les Iraniens, pour le passage à Hormuz. Ils ont pris la mesure de leur pouvoir et de leur capacité de nuisance à travers le blocage d'un détroit clé. Rappelons toujours, Hormuz, c'est l'équivalent de 20% de la consommation mondiale de pétrole et 20% des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié. Pour ne parler que de l'énergie, il y a beaucoup d'autres choses importantes, y compris engrais, produits pétrochimiques, soufre, hélium qui passent. Mais pour rester à l'énergie, c'est évidemment capital. Et on ne peut pas se passer d'Hormuz comme on l'a vu. Pour le pétrole, on a des voies de contournement, mais c'est loin d'être suffisant. Pour le gaz naturel liquéfié, il y a 0 contournement possible. Quand Hormuz est bloqué, plus un méthanier transportant du gène ne peut passer. Donc c'est un point majeur. Ensuite... Donc là, il faut un peu monter les enchères encore. Oui, clairement, comme le disait Jean-Paul Chagnolo, ils semblent très durs sur cette position-là, ils le sont peut-être, à supposer qu'ils soient aussi tous d'accord à Téhéran, ce qui n'est pas certain. À quel moment ils lâcheront un petit peu cette carte dans la négociation après avoir fait monter les enchères? Et puis il y a le blocus des États-Unis. Tant qu'ils étaient les seuls à bloquer, c'était bien. Le pétrole des pays arabes ne passait pas, le leur passait. Mais avec le 13 avril, il y a quelque chose qui change. Donc c'est bien de vouloir taxer les bateaux, mais si vos bateaux ne passent plus, ça change un peu la donne. Et là, on repart dans une négociation. Alors, Israël qui est prêt à déployer toute l'armée de l'air contre l'Iran si nécessaire. Là, on a tout de même l'impression, Rina Bassiste, qu'Israël
franchement, les négociations, est-ce que vraiment ils y croient, ils les veulent, ces négociations ? Bon, il y a deux choses. D'abord, ce genre de déclaration, c'est tout simplement, on a vu l'Iran attaquer les Émirats. Donc, on peut très bien s'imaginer qu'Israël est la prochaine. Donc, bien sûr que l'armée israélienne va se préparer à ça. Ça, c'est évident. Ça, c'est une chose. Après, je crois que beaucoup d'Israéliens et beaucoup dans la classe politique israélienne n'y croient pas aux négociations parce que, et ça, on a parlé justement tout à l'heure, pour les Iraniens, c'est beaucoup, pas plus facile, mais pour eux, ils préfèrent justement discuter l'ouverture de détroit d'Ormuz que discuter le sujet nucléaire parce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent pas renoncer sur leur projet nucléaire. Ils ne veulent pas renoncer sur leur projet de missiles balistiques. Pour eux, ils essayent de gagner du temps. Et même si jamais ils sont d'accord de discuter leur programme nucléaire, on sait très bien, ils ont dit que bon, ça sera pour quelques années. Ça ne sera pas pour toujours. On ne va pas renoncer à nos ambitions. Les ambitions sont clairement militaires. Je crois que personne ne va croire qu'ils ont des intentions civiles et pacifiques. Et donc là, oui, les Israéliens n'y croient pas. Donc il y a hiatus, là, un différent entre Israël et les États-Unis, Jean-Paul Chagnolot, vous pensez, parce qu'il l'a redit et que c'est aujourd'hui, ça n'est pas en raison des déclarations, ce n'est pas parce que Netanyahou a vu Donald Trump qu'on est rentré dans cette guerre. Ce qui est faux. Il a voulu se distancer une nouvelle fois. Netanyahou voulait cette guerre depuis non pas 6 mois, mais depuis des années et des années. Il a essayé de convaincre les présidents américains et à mon avis, il a dû jouer un rôle important sur Trump lors de son premier mandat pour que Trump déchire le traité, l'accord sur le nucléaire en 2015. Parce que nie absolument et Trump et oui, bien sûr, mais son fondamentalement, il ne faut jamais oublier cette dimension, c'est que les Iraniens, avec les Américains, mais aussi les autres membres du Conseil de sécurité et l'Allemagne, ont signé un accord sur le nucléaire avec une institution dont on ne parle plus jamais, et ça c'est un signe très intéressant, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui était là pour accompagner cet accord en 2015 jusqu'en 2018, et après elle n'a pas pu faire son boulot. Et là on ne parle plus du tout de l'AIEA, et s'il n'y a pas une institution internationale de cette nature pour surveiller un accord, si accord sur le nucléaire il y a, ça ne servira à rien. Donc il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé en 2018, qui est à l'origine de tout ça quand même. Et ça, c'est terrible, parce que si on avait... Et puis un dernier mot, je pense que Trump, s'il arrive à un accord, ça sera intéressant de comparer l'accord auquel il va peut-être parvenir sur le nucléaire mieux faire avec ce qui s'est passé en 2015. Et à mon avis, c'est pas gagné. Alors, cessez-le-feu, il tient ou pas? Je fais un tour de table. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas eu la reprise d'opérations de combat majeures entre États-Unis, Israël d'un côté et l'Iran depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 8 avril. Donc, il y a eu ce que nous avons évoqué tout à l'heure, des frappes, des tirs américains sur des navires iraniens jugés menaçants, et puis les Émirats des tirs iraniens, mais ça reste limité. Donc effectivement, c'est pas parfait, mais on peut considérer qu'à ce jour, mais peut-être pas dans 1 heure ou demain, le cessez-le-feu tient globalement encore. Rina Bassist. Oui, je suis assez d'accord. Disons, cet contre-blocus américain avec tout ce qui va avec, bien sûr, aussi, on peut dire que c'est un acte de guerre. Mais d'abord, c'est pas offensif, c'est défensif. Et ça laisse d'une certaine façon aux Iraniens assez d'espace. S'ils veulent vraiment entrer dans des négociations, on peut encore considérer que le cessez-le-feu tienne. Après, il y a la question de la bonne foi des Iraniens. Comment ils veulent le voir? Est-ce qu'ils veulent le voir justement comme si les Américains ont décidé de briser le cessez-le-feu? Ou est-ce qu'ils disent, d'accord, on comprend, vous faites votre truc, il faut, vous êtes obligés d'essayer de passer les bateaux, on va quand même discuter. Marc Julienne, ils discutent? Ouais. Oui, de toute façon, cesser le feu, finalement, est-ce que c'est vraiment la question? Puisque la sécurité dans le détroit n'est pas du tout assurée. On vient d'évoquer toutes les frappes qu'il y a encore eu aujourd'hui. Donc finalement, avec ou sans cesser le feu, la stabilité et la sécurité n'est pas assurée dans le détroit. Et ça, à mon avis, ça me semble durable. Beaucoup, Jean-Paul Chagnolot, Rina Bassist, Marc Julienne, Francis Perrin, d'avoir été avec nous. Merci à tous en régie et je vous dis à demain.